Bonjour à tous. Encore une fois, merci à l'AECA et à son président d'avoir organisé cet événement. Et merci à Madame Chaban de l'accueillir en partie en présentiel à Tunis, où j'aurais souhaité être avec vous assurément. Euh, alors, mon intervention qui s'intitule La régulation par des autorités administratives indépendantes, un nouveau paradigme dans la gouvernance publique. Cette intervention, elle va en fait nous ramener à la genèse du concept de cette université d'été sur lequel on a travaillé depuis le début de l'année et qui était de constater que la régulation comme mode de gouvernance publique est encore aujourd'hui très mal comprise, comme l'a rappelé Nouri. Mal comprise non seulement par les parlements et les gouvernements qui décident de la création de telles autorités, mais qui ont parfois du mal à s'en accommoder par la suite. Et on en sait quelque chose, notamment en Tunisie, mais qu'elle est aussi mal comprise parfois au sein même de ces autorités. L'idée même de la régulation d'un secteur comme celui des médias par une autorité administrative indépendante et non par un autre outil de la puissance publique, c'est une idée qui est aujourd'hui encore largement impensée et qui n'est nulle part ou quasiment nulle part enseignée. Les enseignements universitaires sur le sujet sont quasi inexistants. Quand vous êtes engagé dans une autorité de régulation, on ne vous explique jamais que vous êtes engagé dans une autorité qui n'est pas une autorité comme les autres. Et on ne vous explique pas ce que ça va impliquer pour votre propre travail et surtout pour l'état d'esprit dans lequel vous devez travailler. Et je dirais même la posture que vous devez adopter à l'égard des acteurs avec lesquels vous allez travailler. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire en 20 petites minutes. Alors, c'est un sacré défi parce que je pense que je pourrais avoir 20 heures de cours pour le faire, ça ne serait pas trop, mais on va essayer d'aller à l'essentiel en 15-20 minutes. Et pour commencer, je propose d'abord de reconnaître combien la régulation par des autorités administratives indépendantes constitue une rupture fondamentale avec l'organisation classique de l'État. Il faut bien constater que depuis les années 80-90, les législateurs dans l'espace francophone, mais aussi ailleurs, ont eu recours de manière de plus en plus fréquente et parfois même abondante, comme c'est le cas en France et depuis quelques années aussi en Tunisie, à la création d'autorités de régulation pour mettre en œuvre certains objectifs d'intérêt public. La création d'autorités de régulation sectorielle est même devenue un phénomène aujourd'hui mondial, à tout le moins dans les sociétés libéralisées, et qui organise un nombre de plus en plus élevé de secteurs de l'activité sociale et économique, qui sont principalement liés soit à la défense des libertés publiques, les droits de l'homme, l'intégrité des processus électoraux, l'accès à l'information, la protection des données personnelles, etc., soit à l'encadrement d'une activité économique qui peut être la banque, l'assurance, l'énergie, la poste, les télécommunications et bien sûr l'audiovisuel. Toutes ces activités, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Ben, elles ont en commun d'être des domaines sensibles qui doivent être protégés à la fois de la pression des groupes d'intérêt et de l'emprise du pouvoir politique. L'intervention de l'État est donc requise pour assurer un contrôle, une réglementation, mais elle est en même temps lourde de menaces potentielles pour les libertés individuelles et les libertés économiques. Et donc, l'instauration d'une autorité indépendante est un moyen terme qui permet de lever cette contradiction, de concilier ces deux préoccupations. Alors, cette évolution dans la gouvernance publique, je pense qu'elle n'est pas anodine et qu'elle marque au contraire une rupture fondamentale avec l'organisation de l'État telle qu'elle a été théorisée au XVIIe siècle par John Locke et puis au XVIIIe siècle par Montesquieu, dans la mesure où ces autorités de régulation cumulent parfois des fonctions normatives, des fonctions administratives et des fonctions juridictionnelles sans toutefois pouvoir être attachées aux organes de l'État qui sont traditionnellement associés à l'exercice de ces différents pouvoirs. D'autre part, elles sont qualifiées d'indépendantes des pouvoirs publics tout en demeurant dans l'appareil de l'État et exerçant des prérogatives de puissance publique. Et donc, s'interroger sur cette rupture dans l'organisation de l'État commande, je pense, de poser la question de la définition d'une autorité de régulation. C'est le deuxième point que je voudrais aborder. Elle commande ensuite et surtout de cerner aussi
non pas ce que sont ces autorités de régulation, mais ce qu'elles font afin de mieux appréhender la notion même de régulation, et c'est le troisième point que j'aborderai ensuite. Donc, qu'est-ce qu'une autorité de régulation? La première raison qui pousse à s'attarder sur la question de la définition d'une telle autorité, je pense qu'elle est illustrée par un étrange paradoxe qui est que, alors que nombre d'institutions de ce type ne cessent d'être créées par les législateurs, ces mêmes législateurs s'abstiennent souvent de fournir une définition, ou même quand cette définition existe en droit, dans la jurisprudence ou dans la doctrine, ils arrivent parfois à oublier de les qualifier comme tels dans la législation qui préside à leur création. Par exemple, en Belgique, quand on a créé le CSA en 1997, bien, la loi ne qualifiait pas le CSA. Le CSA était une sorte de création sui generis, et il a fallu attendre une réforme de la législation 6 ans plus tard pour que le législateur prenne la peine de qualifier le CSA. Alors, circonscrire la question de la définition d'une autorité administrative indépendante peut être tenté en isolant les trois termes de l'équation, même si ça ne suffira pas et qu'il faudra ensuite analyser plus avant la notion de régulation. En effet, comme le révèle le Conseil d'État français, l'autorité administrative indépendante se définit plus aisément par des caractéristiques qui sont liées aux objectifs justifiant que l'on y ait recours que par un contenu précis. Et la doctrine relève volontiers qu'il n'y a pas de définition complète et consensuelle de la notion d'autorité administrative indépendante. Alors, en premier lieu, l'autorité, eh bien, ça va faire référence au fait que ces institutions vont exercer non pas seulement un pouvoir de consultation ou d'influence, mais bien un pouvoir de prendre des décisions qui sont créatrices d'effets juridiques, et que ces décisions vont relever de l'exercice de la puissance publique et donc être prises au nom de l'État. En deuxième lieu, l'indépendance, elle va être consacrée à la fois à l'égard du pouvoir politique qui crée ces autorités, en fixe les missions et souvent les finances, comme l'a expliqué Madame Chaban, mais aussi à l'égard des acteurs régulés. Et cette indépendance pourra prendre des formes tant organiques que fonctionnelles, comme l'a détaillé avant moi Madame Chaban. On peut donc définir l'indépendance comme étant la condition matérielle et psychologique qui permet à celui qui en bénéficie de décider en impartialité, c'est-à-dire sans devoir suivre des ordres formulés par un tiers, ni même être influencé par lui. Alors le troisième point, qui est le caractère administratif, qui peut apparaître comme paradoxal par rapport à l'indépendance, eh bien, il s'explique par le fait que si les autorités administratives indépendantes ne sont pas rattachées aux structures hiérarchiques de l'administration centrale, elles n'en sont pas pour autant extérieures à l'État. Elles agissent pour le compte de l'État et c'est la responsabilité de l'État qu'elles engagent par leurs actes dommageables, soit devant le juge administratif, soit devant le juge judiciaire, selon le juge qui est compétent pour connaître du contentieux des actes de cette autorité. Alors, une tentative de réunion de ces trois aspects a été effectuée par le conseiller d'État belge David de Roy, qui propose une définition de l'autorité administrative indépendante selon laquelle celle-ci est, je cite, l'institution spécialement créée et désignée par le législateur pour assurer l'exécution d'une législation déterminée, notamment par l'adoption d'actes contraignants et dans des conditions qui lui garantissent, pour la réalisation de cet objet, une indépendance suffisante à l'égard des destinataires de ces actes et des personnes susceptibles d'être affectées par ceux-ci. Voilà pour la définition d'une autorité administrative indépendante. J'en viens maintenant à mon troisième point, qui est de tenter de proposer une définition de la régulation. C'est une tâche qui est, comme l'a relevé Madame Chaban, complexe en raison de la nature même du concept. Un autre excellent juriste belge, Nicolas Thirion, dit même que la régulation est une notion qui s'expose à une critique rédhibitoire, tout au moins lorsqu'on prétend obtenir un discours rigoureux ou scientifique, et son imprécision conceptuelle. Certains juristes sont même allés jusqu'à évoquer à son propos ce qu'ils nomment une anarchie sémantique. Alors, je pense que ça s'explique par le fait que, bien que les législateurs aient recours de manière de plus en plus fréquente, je l'ai dit, à la création de régulateurs indépendants pour déployer des politiques publiques, c'est encore une tendance assez récente dans l'histoire de la consolidation des régimes démocratiques et qui demeure encore problématique au regard de l'ordre juridique classique des États.
En Europe occidentale, ça ne s'est généralisé qu'au cours des années 80-90, en accompagnant les processus de libéralisation économique de nombreux marchés. Et ça s'est ensuite propagé dans les années 90 et 2000 en Europe centrale et orientale, et aussi dans une grande partie du continent africain, en accompagnant des processus là-bas généralement de libéralisation politique. Alors, récente, cette tendance, elle est surtout problématique du point de vue conceptuel. Car comment est-ce qu'une autorité publique peut être en même temps administrative et indépendante? Est-ce qu'il n'y a pas, dans le concept même d'autorité administrative indépendante, un paradoxe qui serait en quelque sorte insurmontable? En effet, comme le note le juriste français Jacques Chevalier, l'unité de l'administration est généralement assurée par l'existence de deux types de liens organiques. D'une part, la hiérarchie, qui prend la forme de rapports de subordination directe, et d'autre part, la tutelle, qui soumet les organes personnalisés au contrôle de l'État. Or, on a vu apparaître dans l'univers administratif des structures qui sont placées hors hiérarchie, qui échappent à tout pouvoir d'instruction et de contrôle, et qui ne disposent d'une liberté d'action juridiquement garantie. Et il faut bien admettre que cette apparition met en cause les fondements de la construction de l'administration, et au-delà même, peut-être la conception de l'État. Or, non content de mettre en œuvre, par la création d'autorités de régulation, un nouveau mode de gouvernance publique, les législateurs ont rendu l'exercice de leurs prérogatives encore plus difficile en innovant sans toutefois avoir réellement théorisé cette innovation. Pierre Rosanvallon, que Nourri a cité tout à l'heure, rappelle que la montée en puissance d'institutions comme les autorités de régulation entraîne une inflexion considérable des conditions de la production normative et de l'exercice du pouvoir exécutif tels qu'ils avaient été conçus par les grandes figures des révolutions américaines et françaises. Mais, comme le souligne Pierre Rosanvallon, il y a plus que ça. La montée en puissance de ces institutions indépendantes en fait, révolutionne le répertoire classique de la formulation de la question démocratique. Il est en effet frappant de constater que la conceptualisation des institutions démocratiques est en fait restée stable pendant 2 siècles, hein, en gros depuis la Révolution française et américaine. Et depuis lors, les interrogations et les controverses qui s'étaient déroulées dans un champ conceptuel n'ont guère varié. C'est ce que peut constater tout historien des grandes révolutions modernes. La question du gouvernement représentatif, de la démocratie directe, de la séparation des pouvoirs avait été posée pendant toute cette période, pendant des termes presque inchangés, et le vocabulaire politique lui-même n'avait pas évolué. Et donc, malgré ces obstacles, je voudrais tenter, si pas de fournir une définition de la régulation qui surmonterait les difficultés susmentionnées, mais à tous les moins de limiter autant que possible les imprécisions conceptuelles et de proposer quelques caractéristiques qui permettent de mieux cerner la notion de régulation. Alors, comme le théorise Robert Baldwin, le terme de régulation est généralement utilisé sous 3 acceptions, de la plus étroite à la plus large. D'abord, la régulation comme mode spécifique de gouvernance publique, c'est-à-dire un ensemble de règles qui font autorité et qui sont accompagnées par un mécanisme, généralement un organisme public, un organisme de contrôle du respect de ces règles. La deuxième acception, c'est la régulation entendue comme la gouvernance au sens large. C'est tous les efforts des organismes d'État pour orienter l'économie, par l'impôt, par des subsides, par la propriété publique, etc. Et la troisième acceptation, c'est la régulation dans son sens plus large, qui englobe tous les mécanismes de contrôle social, y compris les processus non intentionnels, comme le développement de normes sociales ou non étatiques, comme l'influence du marché sur les comportements. Alors, c'est bien évidemment la première acception qu'on vise ici. Et si on l'applique à la politique audiovisuelle, eh bien, je pense qu'on peut la définir comme le fait le Conseil de l'Europe, comme une délégation à une ou plusieurs autorités d'un pouvoir de fixer des normes pour ce secteur dans certains domaines.
la régulation des activités des médias audiovisuels par des instances indépendantes va donc avoir pour but principal de garantir un fonctionnement harmonieux, équitable et pluraliste du secteur, tout en respectant la liberté et l'indépendance éditoriale des médias audiovisuels. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tous ces éléments? Je propose de retenir que la régulation se caractérise par des éléments qui vont donner une idée, en fait, de cet état d'esprit, voire de cette posture que j'ai évoquée au début et qui convient d'avoir quand on est responsable d'une autorité de régulation. Alors, ces éléments, ben, c'est l'existence évidemment d'une autorité publique, ce qui exclut ou à tout le moins subordonne les mécanismes d'autorégulation et de co-régulation. Et l'indépendance de cette autorité par rapport aux autres pouvoirs publics, ce qui exclut les administrations, mais aussi les organismes d'intérêt public classiques, qui, bien qu'ils aient une certaine autonomie, restent soumis à un contrôle de tutelle exercé par l'exécutif. C'est la recherche de l'intérêt général. Il va impliquer l'impartialité face à la multiplicité des intérêts partisans. Le fait que l'activité régulée touche à l'intérêt public, le transport public, la fourniture d'énergie, le respect des droits fondamentaux, la cohésion sociale, la formation des opinions, etc., etc. C'est le caractère sectoriel et spécialisé du champ de la régulation qui va appliquer une grande expertise dans le chef du régulateur, à la différence par exemple des tribunaux ordinaires ou des autorités de concurrence. C'est le caractère évolutif et complexe de l'activité régulée qui va impliquer de la souplesse, de la rapidité dans les interventions du régulateur. Et c'est enfin la diversité des outils qui sont mis à disposition du régulateur. Élaborer des normes ou des règlements, autoriser l'accès au marché, contrôler le respect des engagements pris, prononcer des sanctions, renoncer à des nominations dans les médias publics, conseiller le législateur, arbitrer entre les intérêts divergents des acteurs régulés, etc., etc. Alors pour conclure, je voudrais insister 2 minutes sur un point qui ne figure pas dans le programme de cette université d'été, qui a malheureusement dû être réduite pour adopter ce format virtuel alors qu'on avait prévu au départ une semaine. C'est la question de l'articulation avec les autres autorités publiques, avec la co-régulation et avec l'autorégulation. Parce que la régulation, même si elle est sectorielle par définition, elle ne peut pas s'exercer de manière isolée. Ça vaut bien sûr pour toute autorité de régulation sectorielle qui est spécialisée dans un domaine précis, mais qui continue à agir parmi une multitude d'acteurs qui déterminent, qui influencent et qui mettent en œuvre des politiques publiques. Alors, je crois que ceci vaut encore plus pour l'audiovisuel que pour d'autres matières, dans la mesure où le régulateur des médias, eh bien, il va toucher à des matières aussi diverses que la liberté d'expression, le droit à l'information, le pluralisme, la concurrence entre les radiodiffuseurs, la protection de l'ordre public, la protection des consommateurs, la protection de l'enfance, le respect de la vie privée, la promotion de la diversité culturelle, la défense de l'inégalité homme-femme, etc., etc., qui sont tous des sujets dont nous allons parler cet après-midi et demain. Et donc, un même radiodiffuseur, voire un seul programme de ce radiodiffuseur, peut en fait poser potentiellement des questions aux régulateurs, mais aussi à d'autres régulateurs sectoriels, au gouvernement, à d'autres autorités publiques, aux juges pénals, aux juges civils, aux juges administratifs, parfois même aux juges supranationales, comme la Cour de justice des communautés européennes ou la Cour européenne des droits de l'homme. Et surtout, je crois qu'une politique audiovisuelle efficace ne peut pas s'en remettre à la seule régulation publique et qu'elle doit pouvoir compter sur et promouvoir des mécanismes de co- et d'autorégulation. Il y a dans le secteur des médias une longue tradition de promotion de l'autorégulation, notamment par le Conseil de l'Europe, ainsi que par l'Union européenne. Et on voit bien aujourd'hui, notamment dans le journalisme, combien l'autorégulation de l'éthique professionnelle est aujourd'hui une composante essentielle du fonctionnement des démocraties et une garantie du bon fonctionnement du secteur médiatique. Il y a aujourd'hui un peu plus de 400 codes et déclarations de déontologie journalistique à travers le monde qui reposent sur des valeurs fondamentales qui constituent
l'ensemble volontaire des contraintes et qui définissent le territoire de la liberté d'expression qu'occupe le métier de journaliste, qui sont une communication fondée sur les faits, l'indépendance à l'égard de toute forme d'intérêt particulier, l'équité et l'impartialité, l'humanité et la responsabilité. Et on voit bien que le respect de ces valeurs constitue la voie à privilégier pour renforcer la crédibilité du travail des médias, leur utilité et leur indépendance. L'autorégulation constitue, je pense, pour les médias, la meilleure protection contre toute forme de restriction du pouvoir et un moyen efficace pour gagner la confiance du public, pour promouvoir le professionnalisme, garantir l'indépendance et la liberté des médias. Et donc, alors que nous sommes quelques jours après la mise en place du Conseil de presse en Tunisie, je pense qu'il était important de le rappeler ici et de rappeler aux régulateurs qui nous écoutent qu'une autorégulation qui fonctionne bien, une autorégulation qui aidera à préserver la crédibilité des médias auprès du public et que c'est particulièrement opportun dans les nouvelles démocraties au sein desquelles une presse indépendante est le plus souvent un phénomène encore assez récent. Je conclurai. Je vous remercie pour votre attention.